besoin d'en connaître davantage sur l'apprentissage machine. Mais pour nos professionnels de la santé qui manquent de temps, qui n'ont pas nécessairement l'expertise non plus en programmation, ben, ça s'avère un réel défi. Donc, au menu aujourd'hui, on vous propose d'explorer des outils qui facilitent l'expérimentation de différentes techniques d'intelligence artificielle. Et on va le faire à travers les yeux de notre expert santé qui va venir nous parler de sa courbe d'apprentissage, mais aussi de projets concrets et comment ça a eu un impact dans sa pratique. Évidemment, nos événements se veulent interactifs, donc je vous invite dans la salle à la fin de la présentation d'utiliser les micros pour adresser vos questions à notre expert. Et pour les gens qui se trouvent sur LinkedIn Live, n'hésitez pas à utiliser la zone de clavardage pour interagir et poser vos questions. Je serai votre porte-parole à la fin de la rencontre. Juste avant de débuter, notre expert n'a pas de conflit d'intérêt à déclarer. Et sans plus attendre, je vous invite à accueillir Dr Fares Antaki, qui est médecin résident en ophtalmologie au CHUM ici et un chercheur en technologie émergente. Nous, on se retrouve dans quelques instants après la présentation pour le segment interactif. Donc, Dr Antaki, la parole est à vous. Merci, Michael, pour l'introduction. Merci à tous qui se sont déplacés aujourd'hui et ceux qui nous regardent sur LinkedIn Live. Merci de m'avoir invité, donné l'opportunité de parler de mon parcours en intelligence artificielle. Un grand merci à l'École d'intelligence artificielle en santé pour le travail que vous faites et je suis fier d'en faire partie. Aujourd'hui, mon objectif est de vous montrer avec des exemples concrets que vous pouvez développer des modèles d'intelligence artificielle sans que vous ayez des compétences en programmation. Je m'appelle Fares Antaki et je suis résident en ophtalmologie à l'Université de Montréal. Avant d'être chercheur, je suis avant tout médecin, chirurgien et je passe mon temps en clinique et en salle d'opération. Je m'intéresse aux technologies émergentes comme l'intelligence artificielle et la réalité virtuelle. En réalité virtuelle, on est en train de développer un simulateur de chirurgie rétinienne portatif qui fonctionne avec des casques de réalité virtuelle disponibles sur le marché. Mais la grande partie de mon travail est surtout en intelligence artificielle dans ses différents types. Je m'intéresse au machine learning sans programmation, mais aussi au machine learning traditionnel, où je travaille avec des experts en intelligence artificielle, et cela à travers mon rôle comme directeur scientifique junior du fellowship en recherche translationnelle en IA et en ophtalmologie que notre département offre. Je suis né, j'ai grandi dans une ville qui s'appelle Alep, en Syrie, une des villes les plus anciennes de l'humanité. Je suis fier de venir de cette région parce qu'on doit à cette région pas seulement l'agriculture et l'invention de l'écriture, mais aussi les premières mathématiques, ce qui est fondamental à notre sujet d'aujourd'hui, l'intelligence artificielle. Une fois arrivé à Montréal, j'ai étudié la médecine à l'Université McGill et très rapidement, je suis tombé en amour avec l'ophtalmologie. Peut-être parce que mon père, lui aussi, est ophtalmologue, mais parce que c'est aussi une spécialité qui marie très bien médecine et technologie. Depuis le début de ma résidence, j'ai développé un intérêt ou une expertise autodidacte en intelligence artificielle et le tout a commencé à travers un heureux hasard à la cafétéria de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont quand j'ai rencontré le docteur Renaud Duval, spécialiste de rétine qui lui aussi s'intéresse aux technologies émergentes. Et je le remercie d'ailleurs. Après 5 ans de résidence, l'année prochaine, je vais faire un fellowship en intelligence artificielle au University College London Moorfields Eye Hospital avec le docteur Piers Keen, qui aujourd'hui est considéré comme le père de l'intelligence artificielle appliquée à l'ophtalmologie. Et à mon retour en 2026, j'espère ramener ces connaissances au CHUM. Comme vous le savez tous, les soins de santé modernes sont à l'intersection de la médecine et de la technologie. Et aujourd'hui, les médecins, les ophtalmologues s'appuient régulièrement sur des données en santé numérique pour diagnostiquer, traiter et suivre les patients. Et ainsi, de grands ensembles de données, d'imagerie entre autres, peuvent être assemblés et puis analysés à l'aide de méthodes d'intelligence artificielle afin de nous donner, par exemple, des stades et de types de maladies,
mais aussi de fournir des informations prédictives sur les résultats des traitements et la progression de certaines maladies. Depuis 2015, l'apprentissage profond, le deep learning, un sous-type de l'intelligence artificielle, a fait des percées majeures dans différents domaines et surtout en médecine. Un exemple illustre de la puissance du deep learning est une étude de Google Research qui, en 2018, a montré comment des modèles d'apprentissage profond entraînés sur des photos de fond d'œil pouvaient non seulement prédire les événements cardiaques futurs, mais aussi ces modèles étaient capables, et à la surprise de tous, d'identifier le sexe et l'âge des patients avec une grande confiance. Ce sont des tâches inconcevables, même pour ceux d'entre nous qui ont passé leur carrière à regarder des rétines. Jusqu'à récemment, le développement de modèles d'intelligence artificielle était réservé aux experts ayant des compétences en programmation, une expertise hors de la portée de la plupart des travailleurs de la santé comme vous et moi. Aujourd'hui, si vous voulez commencer un projet d'intelligence artificielle, vous avez 3 options. Vous pouvez apprendre à programmer, à coder, ce qui est difficile. Vous pouvez travailler avec un programmeur ou vous pouvez utiliser le machine learning automatisé. Le machine learning automatisé ou AutoML, Automated Machine Learning, démocratise l'accès à l'intelligence artificielle à des personnes qui n'ont pas d'expertise en programmation. L'AutoML est offert par beaucoup de compagnies, incluant Google, Amazon, Microsoft, et vous offre une interface graphique simple pour préparer vos données et entraîner vos modèles. Vous y accédez dans votre furteur, sur votre téléphone intelligent ou votre ordinateur. Vous téléversez les images, vous définissez le problème en question, vous entraînez le modèle. Quelques heures plus tard, on vous offre des résultats quant à la fiabilité de vos algorithmes et leur capacité prédictive, toujours dans une interface simple et graphique. Et si vous êtes content des résultats, vous pouvez déployer votre modèle pour faire des prédictions sur de nouvelles données. Traditionnellement, le pipeline du développement de modèles de machine learning consiste en 3 étapes: la préparation des données, l'entraînement des modèles et le déploiement des modèles. L'AutoML automatise tout ce processus de A à Z. Depuis 2020, notre groupe de recherche s'est chargé de démontrer le rôle de l'AutoML en ophtalmologie. Et notre approche était simple. On voulait identifier des problèmes de machine learning pertinents pour l'ophtalmologie. On commençait par trouver des bases de données internes ou libres d'accès. On développait les modèles avec l'AutoML et on comparait ces résultats avec des modèles développés par les experts en programmation, soit avec nos propres programmeurs ou en comparant à la littérature. À date, on a complété 5 projets qu'on a publiés pour différents types de données, des données tabulaires comme des fichiers Excel et aussi les analyses d'images pour la localisation d'objets et la classification de maladies rétiniennes, mais aussi la classification de vidéos chirurgicales. Notre hypothèse était simple. On pense qu'au moins pour nos problèmes à nous, des modèles développés par des ophtalmologues sans expérience en programmation, en utilisant l'AutoML, sont équivalents en termes de capacité discriminante comparés à ceux développés par les experts en programmation. Dans une première étude, on voulait prédire une complication après une chirurgie de rétine qui s'appelle la vitréorétinopathie proliférante, PVR. C'est un type de cicatrisation anormale qui affecte certains patients opérés pour décollement de rétine et qui cause un échec de la chirurgie. On a colligé une base de données rétrospective de 506 yeux de patients opérés pour décollement de rétine au CHUM. C'est une des plus grandes bases de données ayant étudié ce sujet-là dans la littérature. On a remarqué que 9,1% des patients développaient le PVR et avaient plus souvent un échec chirurgical et une acuité visuelle mauvaise. Donc, on voulait trouver une façon d'identifier ces patients en préopératoire afin de modifier nos techniques chirurgicales, d'injecter certains médicaments pour prévenir cette complication. On a créé un modèle qui analysait les données préopératoires étiquetées afin de faire le diagnostic sur des nouveaux cas de décollement de rétine. L'algorithme analysait des facteurs comme l'âge, le sexe, la durée des symptômes et les trouvailles d'examen au moment du diagnostic pour prédire si oui ou non un patient allait développer cette complication. Et ici, je vous montre un exemple d'un vrai
positif où le modèle a correctement prédit que cet homme de 70 ans, avec un gros décollement de rétine, allait développer cette complication. Notre modèle était aussi performant que le modèle que notre expert en programmation a développé et on détectait à peu près 9 sur 10 des cas de PVR avec une haute spécificité, une sensibilité modeste, mais qui était acceptable dans notre contexte clinique. Et on a publié cet article dans Nature Scientific Reports en 2020. Ce type d'algorithme peut être utilisé, par exemple, dans d'autres domaines pour prédire le risque d'événements cardiaques futurs à partir de données Excel, de données démographiques et cliniques. Dans un deuxième papier, on voulait reproduire une étude de 2003 qui avait comme objectif de créer des algorithmes capables de détecter le nerf optique sur une photo de fond d'œil. Le nerf optique, c'est un câble qui relie la rétine au cerveau et qui transmet l'information. Cette étude de 2003 avait développé un algorithme complexe capable de localiser le nerf optique sur une photo. On a recréé cette étude avec la plateforme AutoML et on voulait vraiment démontrer qu'avec ces outils-là, ça nous prend beaucoup moins de temps, beaucoup moins d'efforts pour créer des modèles aussi puissants. On a utilisé une technologie qui s'appelle l'Object Detection, la localisation d'objets. C'est le même type de technologie que certaines voitures aujourd'hui qui utilisent des autopilotes utilisent. Dans la plateforme AutoML, j'ai téléversé les photos et avec ma souris, j'ai créé des boîtes d'encadrement pour détecter le nerf optique. Le modèle entraîné devait être capable de créer des boîtes d'encadrement assez précises dans le groupe d'images qu'on a testé. Notre modèle était capable de reconnaître 100% des nerfs optiques, comparé à 89% dans l'étude de 2003, et toujours sans programmation. Ici, je vous montre deux exemples. Donc, à gauche, on voit un fond d'œil assez malade avec une pathologie au centre de la vision, mais le modèle était capable de créer une boîte d'encadrement avec assez de chevauchement entre la boîte grise que moi-même j'ai créée et puis la boîte verte que le modèle a prédit. À droite, le modèle était capable de détecter le nerf optique, mais avec un peu moins de précision, un peu moins de chevauchement entre la boîte d'encadrement prédite et la boîte d'encadrement que moi-même j'ai créée. Mais en réalité, si vous montrez ces photos-là à des ophtalmologues avec beaucoup d'expérience, il peut être difficile de détecter les rebords exacts du nerf optique parce que ce sont des fonds d'œil malades. Je vous invite à lire notre article dans le Asia Pacific Journal of Ophthalmology pour apprendre davantage sur la précision globale de notre modèle et la façon comment on l'a validé et on a analysé les biais dans ce modèle-là. Ce type d'algorithme de détection d'objets peut être utilisé en radiologie ou en endoscopie pour localiser, par exemple, des polypes intestinaux. Dans notre troisième étude, on s'intéressait aux vidéos chirurgicales. On voulait détecter les étapes d'une chirurgie de cataracte. La chirurgie de cataracte, c'est la chirurgie la plus pratiquée au monde. Et donc, on a pris une base de données externe de 122 chirurgies divisées selon les étapes de la chirurgie. Par exemple, la première incision, la création de ce qu'on appelle un capsulorhexis, qui est l'ouverture dans le sac qui contient la cataracte, l'aspiration de la cataracte, la phacoémulsification, l'insertion de la lentille et puis la fermeture des plaies. On a créé un modèle capable de détecter ces différentes étapes, toujours avec une plateforme AutoML qui ne nécessite pas de code. Nos modèles avaient une très bonne capacité discriminante, une très bonne performance pour détecter ces différentes étapes de la chirurgie, avec une précision globale proche de 96%. Évidemment, il y avait des variations selon l'étape de la chirurgie, et je vous invite à aller voir notre article dans Nature Scientific Reports pour en savoir davantage sur les façons comment on a validé notre modèle et comment on a analysé les biais dans ce modèle-là. Notre modèle était aussi bon, sinon meilleur, que d'autres modèles développés par les experts en programmation pour ce même type de problème. Ces résultats étaient très encourageants. Il existe différentes applications pour ce type de modèle. Une application éventuelle serait d'incorporer des modèles comme ça dans le microscope chirurgical pour reconnaître la phase de la chirurgie, l'étape de la chirurgie, afin d'ajuster l'éclairage ou ajouter des filtres d'image pour mieux voir les structures délicates de l'œil.
Ce type de modèles peuvent être utiles aussi pour l'enseignement. Les modèles sont capables de segmenter automatiquement les vidéos chirurgicales pour permettre la création de vastes ensembles de données capables de filtrer les vidéos selon l'étape de la chirurgie. Et un résident qui apprend la chirurgie de cataracte peut, par exemple, regarder une seule étape à répétition afin d'améliorer sa performance. Dans une 4e étude qu'on a publiée dans le British Journal of Ophthalmology, on voulait créer des modèles capables de diagnostiquer des maladies rétiniennes à partir des fonds d'œil. On a choisi 3 maladies: l'occlusion veineuse rétinienne pour la présence d'hémorragie au fond de l'œil, la rétinite pigmentaire pour la présence de pigments anormaux au niveau de la rétine. Et la rétinite pigmentaire, c'est une maladie héréditaire très fréquente au Québec. Et le décollement de rétine, qui est une pathologie qu'on rencontre souvent en salle d'opération de rétine. On a utilisé une base de données très fréquemment utilisée en ophtalmologie qui s'appelle le Tsukazaki Optos Public Project et on l'a raffinée pour notre question clinique. Notre base de données finale incluait plus que 2000 images qu'on a utilisées pour entraîner, valider et tester le modèle, toujours dans une plateforme AutoML. Notre modèle était capable de diagnostiquer les maladies avec de très bonnes performances en classification binaire, une maladie à la fois, mais aussi en classification multiclasse, quand on voulait distinguer toutes ces maladies l'une de l'autre, à peu près 8 fois sur 10. Évidemment, et bien sûr, on incluait les cas les plus évidents avec beaucoup d'hémorragie, beaucoup de pathologies, mais aussi les cas les moins évidents, avec beaucoup moins de maladies, ce qui reflétait la vraie vie, afin qu'on puisse créer des modèles capables de bien généraliser à de nouvelles données. On a comparé nos modèles à ceux développés par les experts en programmation avec cette même base de données. Donc on a comparé à 4 études qui se sont penchées sur le même problème et notre modèle était toujours aussi bon. Malgré tout ça, on faisait face à un problème. Comment est-ce que le modèle était capable de faire ces diagnostics-là? Et c'est souvent ce qu'on appelle le problème boîte noire ou black box des modèles d'intelligence artificielle. On est souvent incapable d'expliquer la prédiction de ces modèles. Mais cela a changé quand on a eu accès, toujours dans la plateforme AutoML, aux cartes de régions d'intérêt, ou les saliency maps, qui sont la première étape pour essayer de comprendre la prédiction de ces modèles. Pour une image normale, on voit que le modèle se concentrait sur le centre de l'image, qu'on appelle la macula ou la fovea, pour dire que c'est un fond d'œil normal. Et cela correspond exactement à ce que nous, on regarde pour faire ces diagnostics-là. Voici un cas de décollement de rétine et le modèle se basait sur l'interface entre la rétine collée en orange et la rétine décollée en vert pour faire ce diagnostic. Encore une fois, cela correspond exactement aux régions d'intérêt qu'on regarde en clinique pour faire ce diagnostic. C'était une trouvaille très excitante. Ce type d'algorithmes de classification d'images peuvent être utilisés en radiologie pour, par exemple, classifier des radiographies pulmonaires. Dans notre étude la plus récente, on s'intéressait à un problème de santé publique. On a voulu créer un modèle d'AutoML capable de diagnostiquer le trachome. Le trachome est la première cause de cécité dans le monde. En 1996, l'Organisation mondiale de la santé avait fixé l'année 2020 comme cible pour éradiquer le trachome. Mais cet objectif a été repoussé à 2030 à cause de plusieurs défis dans le dépistage. La première étape pour éradiquer le trachome, c'est de le dépister, afin de concentrer les efforts du traitement. Le traitement est simple et consiste à offrir la chirurgie dans les cas avancés, donner des antibiotiques, promouvoir l'hygiène du visage et améliorer l'environnement afin de diminuer la transmission du trachome. Le diagnostic du trachome se fait en regardant la conjonctive supérieure, donc en prenant une photo d'une paupière éversée. Et donc c'est un problème idéal pour l'intelligence artificielle qui peut classifier une image selon la présence ou l'absence du trachome. On a utilisé des photos en provenance d'études du Niger et d'Éthiopie et on a développé un modèle AutoML capable de faire le bon diagnostic à peu près 8 fois sur 10. Toujours dans une plateforme AutoML et sans programmation, on a incorporé ce modèle dans une application mobile qui utilise Android pour un téléphone, par exemple Google Pixel, capable de faire le diagnostic en moins qu'une seconde dans une interface simple pour téléverser les images
ou pour prendre une photo carrément dans le téléphone mobile. Et tout ça sans nécessité de connexion Internet, qui était très important pour nous dans le contexte clinique. On essaie actuellement de collaborer avec des acteurs locaux à travers le African Ophthalmology Council pour essayer d'avoir plus de données afin de valider ce modèle davantage. Ce projet m'a permis de réaliser à quel point l'intelligence artificielle a du potentiel pour égaliser les disparités en termes de soins de santé dans le monde. Où il peut y avoir un téléphone intelligent, il peut y avoir une application qui utilise l'intelligence artificielle pour améliorer les soins de santé. J'espère qu'au courant des 20 dernières minutes, j'ai pu vous montrer ce que nous avons fait avec l'AutoML en ophtalmologie. Et je vous invite à trouver dès demain des problèmes cliniques pertinents dans vos milieux qui se prêtent à l'IA pour utiliser l'AutoML à votre avantage. Malgré le fait que l'AutoML automatise le processus du développement des modèles d'intelligence artificielle, vous devez toujours respecter les règles de l'art et la rigueur scientifique quant à la création des modèles d'intelligence artificielle. Et je vous invite à être confortable avec les fondements de la science des données avant d'utiliser l'AutoML, afin de maximiser les profits que vous allez tirer de cette technologie. Vous devez être familier avec les méthodes de validation de ces modèles et avoir un esprit critique afin d'analyser les biais que certains de ces modèles vont créer. On me pose souvent cette question, est-ce que l'AutoML va remplacer les experts en intelligence artificielle? Et la réponse est non. L'AutoML est là pour faciliter et optimiser le travail des experts en intelligence artificielle et en même temps, cet outil permet à ceux sans expérience en programmation à expérimenter avec l'IA. Rappelez-vous, la révolution de l'ordinateur personnel a permis à des millions de personnes d'expérimenter elles-mêmes avec les ordinateurs, ce qui leur a permis d'essayer de trouver des solutions à leurs propres problèmes, souvent des problèmes auxquels les ingénieurs n'auraient jamais pensé. De la même façon, si vous donnez aux professionnels de la santé des outils comme l'AutoML, ils trouveront des centaines et des milliers d'applications que les ingénieurs n'auraient jamais imaginées. Ils sont les experts dans le domaine. Vous êtes les experts du domaine. Et avec ces outils-là, vous allez pouvoir trouver des solutions à n'importe quel problème clinique auquel vous allez faire face, du plus simple au plus grand. C'est l'intelligence artificielle pour tous. Merci. Merci beaucoup, Dr. Antaki. Je vous invite juste à vous déplacer un peu plus vers le centre. Donc, en salle, si vous avez des questions, on est maintenant dans notre moment interactif. Il y a des micros qui sont prévus à cet effet de part et d'autre de la salle. Sinon, on a aussi eu des questions donc en ligne. Je me permettrai de commencer avec une question qui s'est adressée à vous. Donc, Pablo, quand le modèle n'a pas un bon résultat, comment serait-il possible d'ajuster les hyperparamètres et même de changer l'algorithme? Donc, c'est une bonne question. L'AutoML est limité du fait qu'on ne peut pas aller modifier les hyperparamètres ou aller améliorer la performance de ce modèle-là. Et donc, souvent, moi, ce que je recommande aux cliniciens, d'essayer l'AutoML comme première étape pour voir la faisabilité d'un projet. Et si vous trouvez que la performance est bonne et que c'est un type de problème qui se prête à l'intelligence artificielle, à ce moment-là, vous pouvez aller vers un programmeur afin de modifier ou de créer un modèle sur mesure qu'on appelle bespoke algorithm afin de répondre à votre problème. Merci beaucoup. Dans la salle, ne soyez pas timides si vous avez des questions. J'irai avec une autre qui a été adressée dans le clavardage. On parle de nouvelles technologies, la relève s'y intéresse. Donc, Audrey nous demandait, avez-vous des conseils à donner aux étudiants qui aimeraient, même à travers leurs études, s'initier et même peut-être influencer leur parcours d'apprentissage ou le parcours académique? Je pense qu'il y a on est vraiment derrière en termes d'éducation médicale, parce qu'il y a eu tellement d'avancées en médecine, en intelligence artificielle, mais dans les facultés de médecine, on n'enseigne toujours pas
ces techniques-là. Je pense que l'AutoML peut être un outil qui ne nécessite pas de programmation, parce que c'est très difficile d'enseigner la programmation à l'école de médecine. Et donc, on peut utiliser l'AutoML afin de faire penser en mode IA et de faire des exemples concrets, ce qui peut vraiment aider en termes d'éducation médicale. Merci. Ensuite, une question qui est plus en lien avec la confidentialité des données. Donc, vous avez parlé de plusieurs outils qui sont mis en place par des grandes corporations. Donc, comment est-ce qu'on peut s'assurer, en fait, de l'anonymat ou de la sécurité des données qui sont partagées? J'ai le plus d'expérience avec la plateforme de Google. La plateforme de Google est HIPAA compliant et donc, en général, il n'y a pas de problème quant à la protection des données aux États-Unis. HIPAA ne s'applique pas au Canada et puis les ententes canadiennes souvent ne s'appliquent pas au Québec. Et donc, avant de téléverser vos images, il faut avoir l'approbation éthique de votre comité d'éthique local et essayer de voir les meilleures pratiques pour protéger vos données. Mais si la plateforme Google est HIPAA compliant, il y a de bonnes chances que ça soit accepté ailleurs parce que les règles HIPAA sont assez strictes. Merci beaucoup. Dans la salle, est-ce que vous avez une question? Oui, tout en haut. Oui, plutôt qu'une question, c'est des commentaires et quelques réflexions. Je suis très intéressé par la façon dont vous avez exposé, essayé de simplifier, de vulgariser. Mais le terme d'intelligence artificielle me semble un peu inadéquat. On met tout là-dedans dans l'intelligence. En fait, ce sont des capacités qui dépassent les capacités humaines dans la reconnaissance. La base que vous utilisez, c'est des images. Et tout est fait sur des algorithmes d'inclusion ou d'exclusion. Et là se pose le premier problème, celui du choix de ces images. Vous êtes entre deux extrêmes. Le premier, c'est d'augmenter cette base de données avec des milliers d'images. Le deuxième, c'est le choix que fait l'ophtalmologiste, en l'occurrence, sur la qualité de certaines images plutôt que d'autres, et de déterminer. Donc, je voulais dire que la capacité de l'œil humain, elle est inférieure, bien sûr. Quand vous voyez l'échelle de gris, ce que nous pouvons déceler reste vraiment dans une limite inférieure à ce que la machine peut. C'est ça. N'appelons pas ça une intelligence, mais plutôt des comparaisons extrêmement rapides. La machine ne se fatigue pas, elle ne se met pas en grève, elle peut travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est ça qui est intéressant. Donc, dans des cas très précis, dans l'imagerie, et ça je pense que tout le monde est d'accord, l'avenir de la radiologie par exemple, de toute l'imagerie médicale, elle va passer par ces techniques. Oui, je suis bien d'accord. Pour répondre à votre premier point, on fait très attention quant aux bases de données qu'on utilise parce que le résultat des modèles est étroitement lié à la base de données utilisée. Et donc, on évite de faire plusieurs choses. Premièrement, ce qu'on appelle le cherry picking. On évite de choisir les cas les plus évidents, comme j'ai montré. Et on inclut souvent des cas qui reflètent la réalité. Et on en discute vraiment davantage dans les papiers. La deuxième chose, c'est qu'on s'assure de respecter ce qu'on appelle le patient level splits. On évite de mettre un patient dans les différentes phases, donc l'entraînement, la validation ou le test, pour éviter que les modèles apprennent des choses qui ne sont pas d'intérêt, comme par exemple l'apparence des cils s'ils apparaissent sur la photo ou des apparences non physiologiques sur les fonds d'œil. Donc on fait vraiment attention à ça. Et il y a certaines règles scientifiques claires quant aux méthodes de colliger les données et les utiliser. Merci. Votre réponse de tout à l'heure par rapport à la formation des jeunes ou de la relève, en fait, il y a une relance de Pablo qui se demandait, en fait, pourquoi on ne pourrait pas intégrer des bases
de programmation dans les cursus académiques? On peut, mais en réalité, pour ceux qui sont passés par la faculté de médecine et ont fait des cours de médecine, on a beaucoup plus de choses à apprendre qu'apprendre à programmer. Et donc, oui, ça peut être intéressant, mais c'est ajouter vraiment un immense fardeau pour les étudiants en médecine. L'AutoML peut faciliter cet apprentissage parce que l'objectif vraiment est d'apprendre à penser en mode IA, essayer d'améliorer nos milieux cliniques pour avoir de meilleures données, des données structurées. Et je pense qu'aller apprendre la programmation aux étudiants en médecine est un immense fardeau pour eux et pour les facultés. Merci. Donc, une prochaine question qui s'adresse à vous. Pensez-vous que la démocratisation des technologies d'IA, comme avec l'AutoML, va pousser les équipes de recherche et les entreprises à partager plus librement leurs données? Oui, je pense que l'AutoML s'inscrit parfaitement dans cette idée de démocratiser l'accès à l'intelligence artificielle. Et évidemment, ce qui est à la base de la démocratisation de l'intelligence artificielle, c'est avoir des bases de données libres d'accès pour pouvoir développer des modèles, les comparer et améliorer les performances. Merci. Dans la salle, si vous avez une question. Oui. Nathalie, le micro est juste ici. Bonjour. Donc, en même temps, j'en profite pour plugger quelque chose qu'on fait. Donc, oui, on a d'ailleurs sur notre site web plusieurs listes de bases de données, justement, qui pourraient aider dans ce contexte-là. Donc, je vous invite, bien sûr, à aller sur notre site web. Question concernant la quantité des photos puis des données. Donc, j'ai entendu des 2000, des 80, peut-être que là, j'invente des chiffres, mais j'étais surprise par la petite quantité. Est-ce que si on upscalait en bon franglais la quantité des images, êtes-vous aussi confiant d'obtenir les mêmes résultats? Donc, en réalité, quand on augmente le nombre d'images dans nos bases de données, souvent les modèles vont mieux performer. Mais ce qui est très pratique avec l'AutoML, c'est que l'AutoML utilise une technologie qui s'appelle le Transfer Learning. Et donc, on ne commence pas à zéro. Ces modèles utilisent de grands algorithmes entraînés, par exemple, sur des photos de chats et de chiens, pour ensuite apprendre sur vos petites bases de données. Et donc ça, c'est très utile et ça simule vraiment la vraie vie parce qu'un radiologue qui commence à apprendre à lire des images de radiologie a tout un bagage qui a commencé dès sa naissance à apprendre et à reconnaître les formes géométriques, les formes, les couleurs, les nuances, les contrastes. Et donc, l'AutoML est très utile pour étudier des maladies plus rares quand on a beaucoup moins de données. Et en réalité, en médecine, on est souvent limité par nos données comparé à d'autres problèmes qui ne sont pas médicaux. Merci. Donc, une autre question dans la salle, allez-y. Bonjour, merci Dr. Antaki pour votre présentation très intéressante. Je suis très novice dans le domaine de l'AutoML ou de l'intelligence artificielle, mais j'aurais une question. J'ai vu que les modèles que vous avez présentés sont basés sur tout ce qui est image, tout ce qui est visuel. Est-ce qu'il y a aussi des données qui sont sonores, comme si je prends l'exemple des vidéos qu'on a dans les salles d'opération et tout. Il y a aussi des indices sonores que nous avons avec les machines. Est-ce que ces modèles-là sont applicables à d'autres indices que ceux qui sont visuels? Actuellement, les plateformes que j'utilise, je ne pense pas qu'ils sont adaptés au fil sonore, mais il y a des façons de convertir des données sonores en d'autres données numériques. Donc, en convertissant les types de données, vous pouvez les intégrer dans des modèles d'AutoML. Merci. J'aimerais vous poser une question. Donc, on a parlé de la relève, mais pour les gens qui sont activement et qui travaillent dans le milieu de la santé, quel serait votre conseil pour développer une vision IA ou de réfléchir en mode IA et d'arriver à percevoir des problèmes et des solutions qui pourraient être répondus par l'intelligence artificielle? Pardon. Donc, la majorité des problèmes d'intelligence artificielle peuvent être pensés en, par exemple, des problèmes de prédiction ou de classification. Évidemment, il y a d'autres types de problèmes. Et donc, dans vos cliniques, essayez, premièrement, je vous dirais, de penser aux méthodes comment on peut optimiser et standardiser la collecte des données, parce que tout passe par la qualité de vos données. Si vous avez de bonnes données, si vous colligez des données structurées, à ce moment-là, ils peuvent être utilisés en intelligence artificielle.
Mais la meilleure façon d'apprendre à penser en mode IA, c'est rester à l'affût des publications, de la recherche qui se fait, parce qu'en réalité, la plupart du temps, on va voir ce que les autres vont faire et on va essayer de l'intégrer dans nos propres milieux. Merci. Une autre question dans la salle. Oui, bien. Simplement peut-être parler aussi des futurs développements de ces techniques. Vous avez rapidement, vous êtes passé sur quelque chose qui est très intéressant aussi, c'est l'aide apportée en chirurgie en péropératoire. Alors, il y a deux voies où on peut développer ces techniques, c'est associer l'intelligence artificielle, par exemple, à la reconnaissance en péropératoire des structures. Vous connaissez, en chirurgie, il y a pas mal de variations, de variabilité interindividuelle, et ça peut être une aide intéressante pour reconnaître les structures nerveuses, vasculaires, particulièrement en neurochirurgie, par exemple, dans certaines voies d'abord qui sont de plus en plus petites pour être non invasives. Alors ceci, c'est dans la reconnaissance topographique et l'aide à la chirurgie dans la navigation. Et le deuxième, peut-être, point de développement serait d'associer aussi à la robotique. Parce que dans toujours l'arrière-pensée, c'est de pouvoir faire à distance des interventions qui ne peuvent pas être faites par manque de personnel. Absolument. C'est des avenues très intéressantes. C'est sûr, il faut être très prudent. On est encore très loin, au moins dans les projets que j'ai commencé, d'amener ça en clinique, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un modèle d'intelligence artificielle, c'est vraiment un medical device, donc il doit être approuvé, il faut qu'il soit validé, et donc on est un peu loin de se rendre en clinique, mais l'espoir est là. Merci. Donc, on a à notre disposition des outils comme l'AutoML maintenant. Ça existait il y a quelques années, ça n'existait pas. Dans quelques années, où serons-nous avec des outils pratiques pour des gens qui ont peu de temps pour lire des articles scientifiques ou se tenir au fait des développements de l'IA? Dans les dernières années, ou derniers mois, je dirais, il y a eu des avancées majeures en intelligence artificielle grâce à ce qu'on appelle des language models. Donc aujourd'hui, on est capable de générer des peintures, de l'art, du texte, avec des simples phrases, des simples petits textes. Et donc, je pense que le potentiel en IA est vraiment immense. Et certains de ces gros modèles-là peuvent être utiles, entre autres, à simplifier certains modèles complexes en sciences des données. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Sinon, j'enchaînerai avec Marc-Antoine. D'ailleurs, merci pour vos questions ici dans la salle et en public. C'est très enrichissant de pouvoir échanger avec vous tous. Donc, Marc-Antoine, s'ils existent des applications sur mobile, pourquoi ne favorisons pas un autodiagnostic dans des pays en développement? Alors, il faut faire vraiment attention parce que les règles dans les pays en développement sont souvent moins robustes que dans les pays développés. Donc, il faut qu'on soit vraiment prudent avant d'aller amener ces modèles-là. Il faut les valider, il faut les tester bien avant. Les outils autodiagnostiques peuvent être utiles, mais encore une fois, il faut faire attention et penser qu'est-ce que le patient va, quelle information on donne au patient et comment il va interpréter ce résultat-là. Et donc, ça prend vraiment un écosystème de soins de santé capable d'intégrer ces outils-là avant d'amener ces méthodes d'autodiagnostic. Disons, si un patient décide d'utiliser un modèle autodiagnostique sans qu'il y ait accès à des soins de santé, il y a un grand conflit ici. Merci beaucoup. Dernière chance pour des questions dans la salle. Bonjour, moi encore. Donc, les résultats que vous avez partagés sont très prometteurs. Lorsque vous les partagez avec vos collègues en ophtalmologie, quelles sont leurs réactions face à ce potentiel et à ce changement qui pourrait venir pour le secteur?
la communauté ophtalmologique est vraiment intéressée par l'intelligence artificielle. Comme j'ai dit, c'est une spécialité qui marie très bien médecine et technologie. Et on le sait en salle d'opération avec les nouvelles machines, mais en clinique aussi. Chaque jour, on utilise des technologies nouvelles, émergentes pour faire les diagnostics. Donc, il y a eu beaucoup d'intérêt quant à ces projets-là et on a gagné plusieurs prix sur ces projets. Mais je reste très prudent parce que si on lit nos papiers, vous allez voir que ces résultats sont nuancés. Il faut faire attention quant à la performance de ces modèles-là. Et donc, je suis souvent prudent. Merci. D'ailleurs, vous avez fait mention à plusieurs reprises d'articles que vous avez rédigés ou co-rédigés. Ils vous seront partagés soit dans le clavardage ou lors de l'envoi d'un sondage de satisfaction. C'est ce qui mettrait fin à notre Miam d'aujourd'hui. Un grand merci, Dr. Antaki. Présentation très inspirante. J'espère que ça vous a inspiré aussi. Puis, en terminant, j'aimerais vous dire que l'École de l'intelligence artificielle en santé a un site web, donc eischum.ca. Vous y trouvez un paquet de ressources, dont des bases de données pour commencer à expérimenter, mais aussi un paquet de guides pour les débutants et des ressources aussi pour les plus expérimentés. Donc, merci encore une fois, Dr. Antaki, et bon après-midi. Merci. Oui.